Dimanche 16 février 2020, à la une ce soir, le chef rebelle Riek Machar rejette le nouveau découpage territorial du Soudan du Sud proposé par le chef de l'État. Il soulève comme problème la création de 3 zones administratives par le président Salva Kiir. Pour Riek Machar, c'est une décision pour le pouvoir central de Juba de garder le contrôle total du pays à cause du pétrole présent dans certaines régions dont il est majoritaire. Les explications dans ce journal. Au sommaire également, les jeunes de l'arrondissement 5 de Ouagadougou témoignent leur soutien à Roch Christian Kaboré, président du Faso, pour les élections présidentielles à venir. Pour eux, l'actuel chef de l'État doit une fois de plus bénéficier de la confiance des Burkinabés pour diriger à nouveau le pays. Ils l'ont affirmé hier lors d'un meeting. De l'autre côté, le mouvement patriotique pour le salut, lui, préfère choisir Yacouba Isaac Zida comme candidat pour les mêmes élections à venir. Le MPS dit être persuadé que son président d'honneur est l'homme capable de sortir le Burkina Faso de ce chaos et lui redonner son lustre d'antan. Pourquoi est-il si persuadé? Dans ce journal, le vice-président du parti nous donnera des éléments de réponse. Il est l'invité de ce dimanche. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur LCA pour les informations. Tout d'abord, cette information, des terroristes ont encore attaqué une église ce dimanche, donc 13 février, c'est-à-dire aujourd'hui même, à Pansi, localité située dans la province du Yaga au Sahel. 10 fidèles chrétiens ont été donc assassinés lors de la célébration de la messe. Les assaillants ont également enlevé le pasteur de la dite église lors de leur repli. Et ce dimanche, la Libye et la question de la livraison des armes étaient au cœur des échanges de la conférence sur la sécurité de Munich, conférence qui a donc démarré depuis le vendredi dernier. Le ministre allemand des Affaires étrangères a déclaré que les échanges visent en quelque sorte à faire pression sur les parties prenantes pour obtenir une fin des hostilités sur le terrain et un respect de l'embargo sur les livraisons d'armes, une décision qui, selon la communauté internationale, doit être encouragée. Eh bien, un comité international chargé de l'application des accords de Berlin de la mi-janvier doit bien sûr à l'avenir se réunir mensuellement sous la direction des Nations Unies et d'une coprésidence tournante qui est actuellement assurée par l'Allemagne. Et hormis cela, la Commission a décidé à Berlin de dialogue politique, que bien sûr un dialogue politique soit lancé à la fin de ce mois entre les deux camps rivaux. Et Berlin espère tout de même qu'une décision pourra être prise sur les modalités concrètes permettant donc le respect de l'embargo sur les livraisons d'armes. On y va, en Côte d'Ivoire. Maintenant, l'opposition politique dénonce un recul démocratique dans le pays. Organisé en coalition, les partis et mouvements de l'opposition ivoirienne ont tenu un meeting à Paris, en France, pour, disent-ils, dénoncer les arrestations arbitraires. La coalition démocratique pour la réconciliation et la paix, la génération et peuple solidaire de Soro Guillaume, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté de Ouénien et leader de Mamadou Koulibaly étaient tous présents hier donc à la place Trocadéro pour un sitting. Ces responsables de parti, tout en dénonçant l'arrestation des proches des députés et proches de Guillaume Soro, réclament la libération pure et simple des proches de l'ancien président de l'Assemblée nationale. À quelques mois de la prochaine élection présidentielle, l'opposition ivoirienne a dénoncé une CEI, je cite, monocolore. Pour elle, en tout cas, la démocratie est emprisonnée en Côte d'Ivoire par les dirigeants actuels du pouvoir d'Abidjan. Dans la suite de ce journal, le chef du gouvernement burkinabé a effectué les 14 et 15 février dernier une visite officielle dans la région du Sud-Ouest, première du genre dans cette région depuis sa nomination donc, au poste de Premier ministre. Christophe Dabiré est allé à la rencontre des forces vives de la localité afin de prendre note donc, des différentes préoccupations et d'y apporter des réponses aux doléances des fils et filles des provinces du Yoba, de la Bougriba et du Noubiel et bien sûr du Pony. Retour donc sur l'événement avec Ahmed Nanema. La visite officielle du chef du gouvernement burkinabé dans la région du Sud-Ouest est accueillie avec joie par les populations de la localité. Natif de la terre qui le reçoit et respectueux des valeurs culturelles des ancêtres, l'autorité n'a pas dérogé à la règle en honorant les principes de la culture d'Agara. C'est ainsi qu'après s'être rendu chez les chefs coutumiers,
Dans les provinces du Yoba, de la Bogouriba, du Noubiel et du Poni, le Premier ministre se prête à un exercice de redevabilité envers les populations du Sud-Ouest et recueille les principales préoccupations de ces dernières à travers les forces vives représentant toutes les couches sociales. À l'instar des personnes âgées du Burkina Faso, les vieilles et vieux du Yoba, les femmes, les hommes, les enfants du Yoba en retiennent deux. La première, l'inexistence d'imagerie médicale au centre médical avec antenne chirurgicale de Dano. Nous demandons la création d'un centre des métiers pour éviter la déperdition scolaire au profit des sites d'orpaillage et de mariage précoce. Les élus locaux du Yoba sollicitent l'entretien courant des routes dont l'état de dégradation actuel les rend impraticables. Les doléances des forces vives des 4 provinces de la région du Sud-Ouest se fondent essentiellement sur les problématiques d'eau potable, d'inexistence de matériel sanitaire tel qu'un échographe et le besoin d'infrastructures routières. Le représentant du chef de l'État répond aux préoccupations des forces vives en les assurant que les mesures seront bientôt prises pour soulager les besoins des populations dans les meilleurs délais. J'ai pris la mesure des problèmes qui ont été évoqués. Je n'ai pas la prétention de dire on s'engage à faire en sorte que demain, il n'y ait plus de revendications ou de préoccupations de ce genre. Mais pour ce qui concerne l'activation des services tels que la radiologie, tels que l'échographie, au niveau des hôpitaux régionaux, nous sommes en train d'y travailler. Je prends l'engagement de faire en sorte qu'au moins, à ce niveau-là, parce que ça concerne les femmes et les enfants, qu'on puisse très rapidement répondre à cette préoccupation. Cette tournée est également l'occasion pour le chef du gouvernement de véhiculer au nom du président du Faso un message d'union sacrée des fils et des filles de toute la nation, non seulement pour vaincre le terrorisme, mais aussi pour une cohésion sociale en vue de la tenue d'élections paisibles et transparentes. Nous restons au pays des hommes intègres pour parler d'élections présidentielles qui se préparent justement à petits pas et les acteurs politiques affichent leur stratégie et développent de plus en plus des alliances. Hier à Ouagadougou, le président Roch Kaboré a obtenu le soutien de bon nombre de la population de l'arrondissement 5. Eh bien, cette population observait un meeting toujours à l'arrondissement 5. Ils sont plus que jamais déterminés à soutenir le candidat du MPP jusqu'au bout. Judith Kimadi, Constantin Sieda pour les détails. Dans la course au fauteuil présidentiel, Roch Kaboré a le soutien des habitants de l'arrondissement 5 de Ouagadougou. MPP 2020. Ce samedi, ils sont sortis réaffirmer leur engagement à soutenir le candidat du Parti du Soleil Levant. C'est pour soutenir le président du Faso, et les membres du gouvernement et aussi les forces de défense et de sécurité. C'est-à-dire la population sont sorties pour montrer le président du Faso qu'ils sont derrière lui. Voilà, c'est pour ça que nous avons tenu ce meeting-là ce soir. Nous assumons et nous assumerons les échecs et les succès avec lui. Contrairement à certains qui sont dans des instances de gouvernance et qui ne facilitent pas la tâche aux militants et ne défendent pas le président et son programme, et même sur leur page Facebook. Au cours de ce meeting de soutien à Roch Kaboré, les organisateurs ont invité le président à remonter les bretelles de certains de ses collaborateurs. Ils ont également suggéré la mise en œuvre d'un code de bonne conduite et de redevabilité à chaque responsable administratif. Nous sommes dans une année électorale et nous invitons le président du Faso à remonter les bretelles de certains de ses collaborateurs qui brillent de mille feux par leur inaccessibilité. Beaucoup de responsables administratifs ne sont plus à l'écoute de la base. Ce sont ceux qui se prennent pour le centre du monde. Sachons raison garder et considérons le militant de base
comme le maillon le plus important de notre parti. Ces militants sont confiants qu'au soir du 22 novembre prochain, le président Kaboré fera un autre coup KO. Mais pour cela, les militants du MPP doivent aller massivement aux urnes, raison pour laquelle il leur a été demandé de se faire enrôler. Il n'y a qu'ainsi qu'ils pourront encore réécrire l'histoire du Faso. Nous restons dans le sillage de soutien aux candidats à l'élection présidentielle au Burkina Faso. Si un bon nombre de personnes à l'arrondissement 5 de Ouagadougou soutiennent Roch-Marc Christian Kaboré, eh bien, ce n'est pas le cas au MPS. Le MPS qui est le mouvement patriotique pour le salut. Et justement, son vice-président est avec nous sur ce plateau. Il s'appelle Fousseni Ouedraogo. Monsieur Fousseni, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur le plateau de LCA. Merci beaucoup. Alors, tout de suite, je m'en vais vous demander, alors que votre sortie d'hier, on peut dire que vous êtes à fond pour les préparatifs des élections de novembre 2020, avec votre conférence d'hier. C'est effectif. Merci pour cette invitation. À travers un petit déjeuner, hier samedi, nous avons effectivement rencontré la presse nationale et internationale pour une annonce, à savoir l'appel à candidature de notre président d'honneur, le président Yacouba Isaac Zida. Justement, le MPS propose que Yacouba Isaac Zida soit le candidat de votre parti parce qu'il est l'homme de la situation, c'est ce que vous avez signifié. Alors, nous, on aimerait savoir un peu plus. Est-ce que vous pensez justement que Yacouba Isaac est la solution vraiment présentement pour le Burkina Faso? Parce que vous l'avez compris tout à l'heure, en début de ce journal, on a évoqué une information où des chrétiens ont été touchés et c'est ce qui intéresse aujourd'hui les Burkinabés. Est-ce que vous pensez que l'arrivée de Yacouba Isaac va résoudre ce problème? Oui, effectivement, par rapport à cette mauvaise nouvelle, à savoir la tuerie qui a eu lieu au niveau de la province du Seva, nous présentons nos condoléances aux familles endeuillées et surtout à l'église chrétienne. Et pour revenir à notre question, nous pensons au regard de la situation nationale sécuritaire, au regard de la crise économique que nous connaissons et d'autres crises d'ordre social, nous pensons que Yacouba Isaac Zida est l'homme de la situation dans la mesure où le pays est à la recherche d'un homme avec un grand H, un homme avec un leadership avéré, un homme qui a montré par le passé. Permettez-moi, vous parlez d'un homme avec un grand H. Qu'est-ce que vous reprochez justement à celui qui gère aujourd'hui le pouvoir de Ouagadougou? Bon, le bilan se fait parler de lui-même. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être un savant pour voir ce qui se passe dans ce pays-là en termes de crise, dans tous les secteurs de la vie nationale. Et par rapport à ça, nous pensons qu'il faut changer, il faut un nouvel élan, il faut un nouveau souffle et une nouvelle dynamique pour que réellement nous puissions retrouver notre paix d'antan et notre vivre ensemble. Je pense que on n'a pas besoin d'être un devin pour le savoir que nous sommes en crise. Et par rapport à cela, nous pensons que Yacouba Isaac Zida a des atouts certains par rapport à la situation, parce que c'est un homme de métier. Il a le profil du métier, comme on l'a dit, parce que c'est un ancien militaire, un officier supérieur au niveau des renseignements. Et nous pensons au regard de son professionnalisme, au regard de ses qualités humaines, nous pensons que son excellent Yacouba Isaac Zida est l'homme de la situation pour nous permettre vraiment de retrouver en tout cas un climat social apaisé et pour que nous puissions faire face à cette situation d'insécurité, cette situation de terrorisme que nous vivons au quotidien. D'accord, très bien. Alors, vous l'avez souligné, il est l'homme de la situation, il a beaucoup d'atouts. Et nous, on sait de l'homme que depuis 2015, il vit au Canada, il a été déchu des rangs de l'armée pour désertion en temps de paix. Par ailleurs, la justice, justement, souhaite l'entendre dans l'affaire des morts de l'insurrection. Sa gestion sous la transition a été donc décriée. Tout ça, est-ce que ce tableau peint, qui n'est pas, on va dire, assez reluisant, est-ce que vous pensez que sa candidature ne serait pas hypothéquée? Non, je pense que il faut pas, la justice ne fonctionne pas sur la base des manœuvres politiques, la justice ne fonctionne pas sur la base des rumeurs, la justice fonctionne sur la base des preuves et des faits. Et Yacouba Isaac Zida, il a été, bien sûr, sous la transition. D'abord, les 3 premières semaines, il a géré la transition, ça c'est la phase militaire.
Parce que ses frères d'armes, etc., le peuple a appelé à ce que réellement l'armée puisse prendre ses responsabilités. Et c'est à travers Yacouba Isaac Zida que cette responsabilité a été prise. Et il a conduit la première phase de la transition de 3 semaines. Et en tant que chef d'État, ancien chef d'État, il est par les négociations, que ce soit avec la société civile, que ce soit avec les partis politiques et les militaires. Et ils ont transmis à travers une élection spéciale la présidence à son excellent Michel Kafando. Et par la suite, il est devenu Premier ministre, etc. Et puis ministre de la Défense. Nous pensons que, par principe, nul n'est au-dessus de la loi. Et Yacouba Isaac Zida est prêt aujourd'hui pour vraiment faire face à tout ce qu'on peut l'accuser. Mais n'oublions pas que c'est des gens qui ont amené ce même cortège dont vous parlez au niveau de la télévision et qui se sont proclamés président de la République ou président de la République. Je pense que tout ce beau monde-là doit répondre. Et si c'est à répondre au regard de tout ce, parce que vous êtes à la tête d'un pays, nous pensons que tout ce qui se passe dans le pays, vous êtes moralement responsable. Et ce qui s'est passé depuis 2015 à nos jours, je pense que le président Roch aussi doit aussi pouvoir s'expliquer. Et justement, vous parlez de négociation. Aujourd'hui, on le sait tous, vous aspirez à la magistrature suprême. Est-ce que votre plus grand souhait, si d'aventure on le souhaite pour vous, que vous le soyez, puisque vous avez désigné déjà votre candidat, est-ce que si vous êtes à la magistrature suprême, vous aspirez négocier avec ces terroristes, ou bien vous proposerez la solution militaire qui jusque-là ne marche pas visiblement? Je pense, par rapport à, nous pensons au niveau du MPS, par rapport à la situation sécuritaire ou à la lutte contre le terrorisme, c'est vrai, c'est un phénomène complexe, mais il va falloir s'organiser, gagner la bataille de la réconciliation, de l'unité et de l'union des filles et des fils de ce pays-là pour aller faire face à un ennemi qu'on voit invisible. Mais ce qui se passe en toute sincérité au Burkina Faso, nous pensons qu'il n'y a pas de répondant. Parce que si les gens viennent, ils vous donnent 3 jours, 2 jours pour quitter votre village et il n'y a pas une armée ou des forces qui viennent faire face à ceux qui ont donné cet ultimatum, nous pensons qu'il y a quelque chose, quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais certainement que vous y avez pensé, cette chose qui ne marche pas. Mais bien sûr, mais est-ce qu'aujourd'hui, nous avons les moyens, les hommes qu'il faut, le leadership qu'il faut pour faire face à des gens qui vous donnent des ultimatums? Dans aucun pays, on puisse venir dans un village donner un ultimatum et le jour J, qu'on ne rencontre pas une force qui va repousser réellement ou bien qui va neutraliser réellement ces assaillants. Donc nous pensons que, quelque part, il faut que le chef d'État nous dise ce qui ne va pas dans notre armée et pour que nous puissions ensemble trouver des solutions durables et non pas des solutions je dirais, de sapeurs-pompiers. Il faut forcément une stratégie de lutte contre le terrorisme et on n'en voit pas. Nous venons tout de suite de voir qu'il a reçu le rapport sur la politique de lutte contre le terrorisme sécuritaire. Mais on ne voit pas aujourd'hui une stratégie claire de lutte contre le terrorisme. Et c'est dommage, depuis 5 ans que nous sommes malheureusement dans cette guerre asymétrique, mais nous ne voyons pas le bout du tunnel. D'accord. Alors, une dernière question. Des voix dont Harouna Diko, si bien vous suivez certainement l'actualité, vous avez pu être informé, s'opposent à la tenue de la présidentielle justement du 22 novembre au regard donc, du contexte sécuritaire que vous abordez à l'instant. Comment justement appréciez-vous cette prise de position-là? Cette position fait suite à une lecture que tout le monde le sait, de l'échec de cette gouvernance en matière de protection et de promotion de la sécurité des fils et des filles de ce pays. Et nous ne pensons pas qu'il faut en rajouter, il ne faut pas ajouter la crise à la crise. Ne pas organiser des élections sous prétexte qu'il y a de l'insécurité, etc., c'est rajouter la crise à la crise. Ce qui est fondamental, c'est que nous puissions réellement garantir à toutes les populations la sécurité, garantir la liberté, excusez-moi, les va-et-vient de nos populations pour que réellement elles puissent s'assumer et participer à la vie de la nation. Mais nous pensons fondamentalement qu'il faut organiser les élections, il faut sécuriser
Il faut travailler à ce que réellement les populations déplacées retournent chez elles, afin que réellement elles puissent participer à la vie de la nation. Et pour cela, nous pensons qu'il ne faut pas léginer sur les moyens pour que réellement nous puissions avoir des autorités qui puissent vraiment être à l'écoute de nos populations, sécuriser nos différentes populations et envisager le développement. Et pour cela, nous pensons qu'il faut aller vraiment devant nos responsabilités et s'assumer, travailler à ce que réellement l'union soit vraiment notre force pour que réellement nous puissions organiser les élections de 2020. Avant de vous laisser partir, nous sommes justement à quelques mois de la date du 22 novembre. Et jusque-là, si on ne le souhaite pas vraiment, mais jusque-là, si les choses ne sont pas réglées, et seriez-vous capable, vous, avec M. Yacouba Isaac Zida, d'aller dans ces différentes régions-là qui sont justement assiégées et prises en compte par ces terroristes, d'aller battre campagne? Je pense par principe qu'il ne faut pas céder un seul mètre du territoire burkinabé à l'ennemi. Et ça, nous pensons que nous avons hérité ce pays-là de nos ancêtres et nous devons travailler à ce que réellement un seul mètre de ce pays-là ne soit pris par l'ennemi. Et pour cela, il faut que réellement nous puissions être à la hauteur de la tâche. D'accord. Merci beaucoup, M. Fousseni Ouedraogo. Vous êtes donc le vice-président du MPS, le mouvement patriotique pour le salut. Vous restez donc avec nous pour poursuivre cette édition et on prend la direction du Soudan du Sud. Le chef rebelle Riek Machar a rejeté ce dimanche 16 février le nouveau découpage territorial proposé par le chef de l'État. Hier, le président Salva Kiir a donné donc son accord pour un retour au système fédéral à 10 États comme le réclamait la rébellion. Salva Kiir a également annoncé la création de 3 nouvelles zones administratives. Et c'est justement sur ces 3 zones qu'il y a problème, principalement sur le Roueng, une région où se disputent 2 ethnies proches de Salva Kiir et Riek Machar. Et pour les chefs rebelles, cette zone est la plus riche en pétrole du Soudan du Sud. Et c'est justement du pétrole que le pays tire l'essentiel de ses revenus. Et Juba veut contrôler cette zone de la vie de Riek Machar. C'est pourquoi il demande à Salva Kiir d'y renoncer. La formation du gouvernement d'union nationale prévue donc par l'accord de paix semble donc plus que jamais compromise, d'autant plus que la date butoir est fixée à samedi prochain, c'est-à-dire le 22 février 2020. Au Nigeria, l'armée a incendié des villages entiers et déplacé de force leurs habitants. C'est une déclaration de Amnesty International qui se fonde sur des entretiens avec des villageois touchés dans l'état de Borno et sur l'analyse de données satellites. Et c'est en réponse à la récente flambée d'attaques menée par le groupe armé Boko Haram. L'organisation internationale ajoute que l'armée a arrêté de manière arbitraire 6 hommes originaires de ces villages. Ces hommes ont été donc détenus au secret, on va dire, pendant presque 1 mois et soumis à des mauvais traitements avant d'être libérés le 30 janvier 2020, précise-t-elle. L'ONG demande donc des investigations sur ces cas qualifiés de crimes de guerre. Notez également que des organisations nigériennes et internationales accusent régulièrement le Nigeria de violation des droits de l'homme dans la lutte contre Boko Haram dans le nord-est du pays. Et l'ONU, ce conflit qui dure donc depuis 10 ans, a fait plus de 36 000 morts et 2 millions de déplacés selon des informations de l'ONU. On revient au Burkina Faso dans la suite de ce journal. La nouvelle a été donnée le mercredi dernier lors du Conseil des ministres. Le début des travaux de construction de la rocade reliant l'échangeur du Nord à l'intersection de la route nationale numéro 5, route de Kaya et le boulevard des Tansoba est en phase de débuter. Une décision salutaire, on l'imagine quand on sait que le développement d'un pays passe par la route. Néanmoins, ce projet n'est pas sans conséquences pour les riverains qui risquent de perdre gros dans cette affaire. Leurs concessions et leurs jardins sont en phase de disparaître à la solde de cette infrastructure. Alain Koulibaly et Sié Constantin Da sur les lieux. Constat pour vous. Nous sommes sur la bretelle est de l'échangeur du nord de Ouagadougou. Inauguré le 15 novembre 2018, cette partie de l'échangeur n'était pas encore achevée. Il s'agit de la rocade qui relie l'échangeur du nord à la RN3, route de Kaya. Le processus de construction de cet axe est désormais enclenché. L'information a été donnée mercredi dernier en Conseil des ministres. Quels sont les enjeux de cette construction? Qu'en pensent les riverains? Éléments de réponse dans ce reportage. C'est ici, dans ce bas-fond qui sert de jardin potager à plusieurs occupants,
que va débuter les travaux de construction de la rocade qui va relier l'échangeur du Nord à l'intersection de la RN3 route de Kaya et du boulevard des Tansoba. Un ouvrage qui va contribuer à désengorger et à développer la capitale burkinabé. De ce rond-point qui va donc au niveau de la zone industrielle, il y a donc une voie qui va être menée jusqu'à l'échangeur du Nord, faisant donc entièrement la boucle de la circulaire. C'est un coût de 20 608 894 535 francs CFA, toutes taxes comprises, avec un délai d'exécution de 24 mois. C'est 10 km,230 qui sont concernés et ça va donc être réalisé par le consortium d'entreprises Globes Construction et Sorubat. Une aubaine certes, mais qui n'est pas sans conséquence pour ces jardiniers qui voient en cette œuvre le début d'un calvaire quand ils savent qu'ils vont bientôt libérer les lieux. La construction de cette voie est malvenue pour nous qui sommes les principales victimes. Elle va traverser mon potager et on m'oblige à quitter les lieux. C'est tout ce que je possède pour subvenir à mes besoins et ceux de ma famille. Je ne sais où aller et que faire sans aide ni rien. Des agents sont passés nous recenser, mais jusqu'alors, aucune nouvelle d'indemnisation. C'est vraiment difficile. Si je dois abandonner mon jardin sans aide, comment vais-je nourrir mes enfants et payer leur scolarité? Ils ont fermé les puits, il n'y a plus l'eau pour travailler. Maintenant, c'est trop dur, quoi. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de place pour travailler maintenant, pour gagner beaucoup. Donc, nous, on cherche du travail maintenant. Qu'à cela ne tienne, Pauline Zemba, maraîchère aux abords du tronçon, voit plutôt en ce projet de construction une aubaine pour ses affaires. La construction de cette route va contribuer à développer notre pays. Pour ma part, elle va renforcer mon commerce de légumes et je pense que je pourrai fructifier mes revenus également, parce que les usagers pourront de temps à autre s'arrêter et acheter mes légumes. Du côté du rond-point de l'Union africaine, point de chute de cette rocade, l'ambiance est tout aussi tendue. Ces concessions construites en banco, communément appelées non lotis, vont bientôt disparaître à la solde des pelleteuses et des caterpillars. Les habitants sont anxieux et craignent pour leur devenir loin de ces murs qu'ils habitent depuis une dizaine d'années. Ça va amener beaucoup de problèmes en tout cas. Quel genre de problème? Parce que notre mari ne travaille pas si ce n'est pas dans l'usine là. Si tu allais prendre une location, si on a dit que par mois tu vas payer 50 000, et pourtant toi tu travailles journée à 1 500 ou bien 2 500 là. Dans les mois, est-ce que tu peux gagner 50 000 là pour payer? C'est ça qui va mener les problèmes là. Ah, ils ont dit qu'on va lever ici. Mais ils n'ont pas parlé pour donner l'argent. Bon, depuis 2009, quand ils ont commencé, ils avaient dit qu'ils ont eu à passer ici. Et ils ont parlé de passeurs. Bon, entre-temps, même, ils ont eu à parler où celui qui veut l'argent. Bon, celui qui veut uniquement l'argent, ils vont nous donner l'argent. Celui qui veut l'argent est passeur. Donc, ils vont nous dommager. Bon, jusqu'à présent, on est là, on rentre de souffrir. Voilà ça que j'ai rentré de nettoyer. Voilà la façon que le papier a rempli sur la cour. Surtout chez les jeunes industriels. Il nous fait fatiguer odeur avec l'air saleté. C'est carrément souffrance ici même. Ici même, c'est carrément souffrance. Nous, on prie, il n'a qu'à nous aider. Et même quand ils vont nous faire quitter ici, on les demandait pardon. Tout ça est dans leurs mains. Il n'a qu'à nous aider à donner les passeurs pour qu'on ait qu'à trouver des 4 carrés. Tous déplorent le manque de communication entre eux et l'État et en appellent à une meilleure prise en compte de leurs préoccupations. Du sport à présent, le lancement de la première édition du tournoi de basketball dénommé Macadam est intervenu hier au Palais des Sports de Ouagadougou en présence de nombreux amoureux de la balle au panier. Cette compétition concerne toutes les catégories de jeunes, notamment les poussins, les benjamins, les minimes et les cadets. L'objectif est de permettre aux jeunes en manque de compétition depuis un certain temps d'avoir une compétition qui répond à leurs désirs, mais aussi
de découvrir de nouveaux talents. Compte rendu, Franck Aristide Gueffa, Achille Ouedraogo. Selon le promoteur, le basketball burkinabé est mourant, d'où cette initiative. C'est la même situation. Et c'est des talents que nous perdons. C'est des talents qui meurent, faute de compétition. Et donc il fallait faire quelque chose. Il fallait quand même organiser un tournoi et lancer aussi un appel aux autorités sportives pour dire que le basketball vit, mais que c'est pas manque d'organisation également que ces talents soient entendus. 12 clubs engagés, 30 équipes et 288 matchs en aller-retour. C'est une première. Et ça va se jouer également en play-off. C'est une première au Burkina. Même la fédération n'a pas permis un championnat international. Voilà, donc nous partons au bas mot à 310 matchs. L'organisation de ce tournoi ne cache aucunement un agenda, a indiqué le directeur sportif du centre Macadam. Je tiens à vous rassurer. Je suis membre fédéral depuis 2011. J'ai quitté la fédération. Je ne veux m'intégrer à aucune instance, ni de la Ligue, ni de la fédération. J'organise ce tournoi en tant que directeur sportif de AS Macadam au centre de formation. Je ne cherche pas, je ne suis pas candidat ni à la fédération, ni à la Ligue. Voilà, j'aime bien le basket, c'est ma passion, c'est mon amour. Je le fais parce que tous les jours quand je sors sur le terrain en regardant les choses, souvent il m'arrive le soir de rentrer et de pleurer. Il y a du talent et rien n'est fait au niveau du ministère des Sports ou au niveau de la fédération. Et rien n'est fait, personne n'en parle et on est là à tuer des talents chaque année. Et vous trouvez ça normal? Si le Burkina Faso est invité à une compétition internationale, je doute fort et très fort que nous puissions en tout cas participer. La fédération va renoncer. Parce que même au niveau senior, il n'y a aucun joueur, je vous le dis, il n'y a aucun joueur. Ils sont tous vieux. Pour le parrain, l'initiative est à saluer. Je l'ai fait parce que d'abord, je suis dans l'événementiel sportif. Donc, ça fait partie de mes activités. Donc, en tant que responsable et en tant qu'un ami et ancien basketteur aussi, c'était avec plaisir vraiment que j'ai voulu accompagner cet événement jusqu'à la fin. Le plus important, c'est que tout le monde puisse vraiment compétir. Parce que vous êtes au courant de la situation qu'il y a actuellement. Et il manque beaucoup de compétition. On a assez de clubs, les gens s'entraînent tous les jours. On n'a pas l'occasion de s'affronter. Je crois que c'est une très bonne initiative. Malgré le manque de compétition, notamment la non-tenue de championnats réguliers, les relations entre le promoteur et les dirigeants du basketball burkinabé sont au beau fixe, a souligné Alain Traoré. Une page triste avant donc de refermer les pages de ce journal. 6 mois après le décès de DJ Arafat, la Côte d'Ivoire est de nouveau en deuil. L'artiste coupé décalé Erickson Le Zoulou est décédé ce dimanche 16 février. Eric Boziki, à l'état civil, était donc père de 4 enfants. Il est d'origine malienne, mais l'artiste a passé son enfance au Congo, ce qui explique donc sa maîtrise parfaite du lingala. Et en Côte d'Ivoire, il était l'un des 10 jockeys qui ont en tout cas proposé le coupé, qui ont propulsé, j'allais dire, le coupé décalé dans les années 2000. Gilles Dasda revient sur cette triste nouvelle du showbiz ivoirien. Bien présent, élection les Zoulou 4x4, anti-sida, anti-daleka. Dragon Rouge, allez, Bademangoni. Début des années 2000, son nom figurait déjà en bonne place dans la galaxie DJ. Sa voix haut perchée et mélodieuse était alors indispensable. Dans les maquis et les boîtes de nuit, ainsi que sur les grandes scènes africaines, Erickson Le Zoulou était devenu incontournable. Erickson Le Zoulou s'est tué à jamais hier samedi en France. En début de soirée déjà, de nombreux posts sur les réseaux sociaux faisaient cas de son état de santé. Puis, ce fut la fin de partition pour l'artiste d'origine congolaise. Je me suis, oh mon Dieu, où est ma maman, oh mon Dieu. De son vrai nom Eric Boziki, l'homme s'en est finalement allé, plongeant le monde musical dans un nouveau désarroi, et ce, quelques mois après la disparition du Yorobo.
Son œuvre musicale, quant à elle, est désormais rentrée dans la postérité. Et selon plusieurs proches de l'artiste Harrison, le Zoulou souffrait d'une hépatite B et d'une cirrhose de foie. Il était interné à l'hôpital de Créteil en France où il résidait depuis quelques années. Voilà, c'est ici qu'on met un point final à ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Demain, notre équipe prend le relais pour vous donner d'autres informations avec le même plaisir. Quant à moi, je vous retrouve à bientôt. Suivez toujours ici.